là, j'accueille pour cette première table ronde sur l'engagement des femmes dans les sciences Elisabeth Weiderpass, s'il vous plaît, à mes côtés, Karine Alphond-Domenech et Michel Matta à me rejoindre. Comme vous voulez, hop, passez, installez-vous. On retrouvera Isabelle Vauglin tout à l'heure, mais pour respecter le timing que je me suis engagée à respecter, nous allons commencer tout de suite. Merci beaucoup d'être à nos côtés ce soir. Alors, mesdames, on va faire un petit état des lieux parce qu'on prend conscience petit à petit, on va dire, j'allais dire presque du naufrage, n'exagérons pas, mais en tout cas du déficit de talent féminin dans les filières scientifiques. Déficit qui s'aggrave, en tous les cas c'est l'impression qu'on a. Est-ce qu'on peut faire peut-être un rapide état des lieux à travers votre regard, à votre niveau de connaissance dans vos secteurs respectifs, sur justement ce qui est vrai ou faux à vos niveaux? Est-ce que vous voulez bien nous le partager? Karine, est-ce que vous voulez bien? Alors Karine Alphond-Domenech, je vous présente, vous êtes chef du service d'immunologie hématologique pédiatrique à l'Institut IHOPE. Et vous êtes également la vice-présidente de la Fondation des HCL. Tout à fait. Tout d'abord, un grand merci pour m'avoir invitée à cette soirée qui est, je pense, d'une importance capitale, justement dans cette égalité des hommes et des femmes où, globalement, au jour d'aujourd'hui, on parle encore de genre, on ne devrait plus. Qu'on soit un homme ou qu'une femme, notre parole et notre pensée, notre acte ne devraient plus faire de différence. Et c'est ce pourquoi on doit se battre et avancer tout ensemble. Et donc déjà, je suis très heureuse d'être là. Côté, donc, moi, effectivement, je suis professeure de médecine et chef du service d'immunohématologie pédiatrique. Et donc, je m'occupe, entre autres, avec toutes mes équipes, d'essayer de sauver le plus d'enfants atteints de leucémie, cancer et chez qui nous réalisons également des allogreffes de moelle osseuse. Le domaine de la santé est un domaine dans lequel il y a beaucoup de femmes. Ce n'est pas du tout le domaine qui souffre le plus de cette distinction entre hommes et femmes. Le domaine paramédical, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes, on va retrouver plus de 2/3 de femmes. C'est même plutôt l'inverse au niveau du rapport, mais j'ai presque envie de dire ça a toujours été. Quand j'étais étudiante en médecine, on avait déjà, quand on parlait d'une femme, on parlait d'une infirmière, on ne parlait pas d'un docteur. Ça remonte à plus d'une vingtaine d'années. Et personnellement, lorsque j'étais jeune interne, il m'arrivait d'aller m'occuper de patients. Et puis le soir, je revenais et on me disait « mais j'ai toujours pas vu de docteur ». Ah, c'était moi. Voilà, bon. Et typiquement, une des grosses différences, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais voir des patients, ils ne se demandent pas si je suis l'infirmière ou le docteur. Et là, on voit déjà une évolution des mentalités. Aujourd'hui, les amphithéâtres sont remplis d'étudiantes. Nos internes, on a beaucoup de femmes, et c'est très bien, mais on a aussi beaucoup d'hommes, et c'est également important. Cette égalité, elle doit aussi vraiment se faire dans les deux sens. On a de nombreux médecins seniors qui sont féminins comme masculins. Finalement, là où on retrouve encore un peu un goulot d'étranglement, c'est sur les postes à responsabilité. Les chefferies de service sont encore essentiellement occupées par des hommes. Et dans les postes universitaires qui vont justement driver la médecine, le soin, la recherche, l'enseignement. Aujourd'hui, grâce aussi au travail de nos directions, que ce soit les directions des Hospices civils de Lyon, que ce soit les directions de l'université, on a beaucoup de chance car tous ces services promeuvent les femmes. Et là aussi, ces 20 dernières années, on a vraiment un travail proactif d'expliquer aux femmes qu'elles valent tout aussi bien qu'un homme. Et finalement, le point n'est pas forcément dans le milieu de la santé, cet environnement où les femmes ne se sentent pas capables, mais c'est cette autocensure qu'on va retrouver dans la prise de poste à responsabilité. Et clairement, moi j'ai une équipe très féminine, parce que je suis pédiatre. Les pédiatres, c'est 90% de femmes à ce jour. J'ai également la chance de diriger un groupe de recherche sur la recherche sur les leucémies de l'enfant. Il y a beaucoup de femmes aussi dans la recherche en biologie, ce qu'on pourra rediscuter par la suite, ce qui n'est pas forcément le cas en neurosciences. Les thématiques sont très différentes et en fonction, on va retrouver plus de femmes ou d'hommes. Et typiquement, je vois aussi ces mentalités changer. Ces jeunes femmes, mes infirmières, mes auxiliaires, qui vont me regarder, qui vont me dire « mais toi, tu y arrives ». Alors peut-être que pour nous aussi, c'est possible. Parce que finalement, ton travail, tu apportes toute ton humanité auprès des patients, tu nous enseignes, tu diriges de la recherche et pourtant, tu es maman. Et tu es épanouie, alors peut-être que nous aussi, on peut y arriver. Et on en parlait un peu précédemment. Je pense que c'est notre rôle aussi, d'accompagner, mais aussi de créer cette déviance positive.
Je peux, donc tu peux aussi. Et je vais t'accompagner pour le faire. Et c'est clairement ce que je peux observer autour de moi au jour d'aujourd'hui. Et cette force-là, c'est pour ça que je suis là aussi ce soir, je suis prête à la mettre pour nous tous, pour cette force d'arriver à cette égalité et cet état d'esprit d'avoir une jeune femme, une femme un peu moins jeune aussi, de se dire ma voix elle est aussi importante que celle d'un homme, je suis tout aussi capable et je peux discuter avec mon collègue sans aucune difficulté et je n'ai pas de censure à me dire la chefferie de service, oui c'est dur, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à présent c'était dur aussi. Et quand je prenais des décisions, on en discutait juste en amont, on prend des décisions toute la journée, tout le temps. Moi dans ma spécialité, je prends des décisions sur quelle chimio je vais faire, quelle greffe, quel traitement. Derrière j'ai la vie des enfants. Mes collègues, je leur apprends à faire la même chose. J'ai des jeunes femmes qui me disent non, je ne peux pas faire la présentation. Et là, je les regarde, je fais mais en fait, si, tu vas la faire parce que tu en es capable. Juste un petit coup de pouce, un petit coup de valorisation. Elles font un travail incroyable. Elles proposent des choses incroyables. Et il ne faut pas forcément grand-chose, mais il faut qu'on soit là, avec cette bienveillance, ce regard et cet accompagnement. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Et je vais laisser la parole à ma collègue. Bon, je crois que... Oui, c'est bon, ça marche. Non, ça marche, Elisabeth. Je crois que vous avez tout dit. Je n'ai pas beaucoup à compléter, mais seulement pour confirmer, oui, on a, dans les sciences biomédicales, on a déjà beaucoup plus de femmes qu'hommes qui s'engagent. Mais oui, au niveau des responsabilités, au niveau universitaire, au niveau professeur universitaire, au niveau des dirigeants d'institutions, dirigeants hospitaliers, chefs des services, etc., c'est une vaste majorité des hommes, en principe, dans tous les domaines. Ça s'explique pour différentes raisons, des raisons historiques, des raisons de biais, des sélections, des curriculums, pour des raisons de trajectoires de professionnels très différents pour des femmes, pour des motifs biologiques, font des pauses, surtout dans une période très importante de leur carrière pour constituer des familles. Et ça se note. Mais on a aussi l'accès à l'argent pour faire la recherche, c'est très différent. Je participe dans beaucoup des groupes de travail pour évaluer de la recherche, et quand on veut faire l'évaluation sans savoir le genre de l'applicant, normalement, on trouve une parité ou même une augmentation de la proportion des femmes qui accèdent à des ressources. Mais quand les noms et quand le genre de la personne est révélé, dans pratiquement tous les groupes qui donnent l'argent pour la recherche, les hommes sont toujours prioritaires. Et ça, ce n'est pas une réalité en France, c'est une réalité dans tous les pays du monde qui montre bien les biais d'évaluation, des valorisations, surtout dans des projets scientifiques masculins. Bien sûr qu'on prend ça très au sérieux, et des organismes au niveau européen, par exemple, IRC, qui c'est le plus grand donateur pour l'argent pour la recherche en Europe et peut-être au monde, essaye de travailler contre ces biais, mais il est toujours présent. Ici, au Centre de recherche sur les cancers, moi, je suis la première femme directrice dans 60 ans d'existence. C'est déjà un petit pas. Ouais. C'est pas... Merci. Et Elisabeth, je dois avouer qu'en plus, c'était votre premier job, vous étiez stagiaire ici. Voilà, oui. C'était non, mais c'était incroyable. Rien à voir, mais voilà, vous avez fait votre carrière de chercheuse au niveau international, et vous êtes revenue aujourd'hui pour être directrice, la première femme directrice de cette institution. C'est vrai. Et ça, c'est absolument vrai. Et ça montre aussi que c'est un long parcours. C'est pas un parcours construit dans un jour. C'est normalement la dédication, la persévérance, la ténacité, c'est extrêmement important aussi. Mais seulement pour compléter, ici, au Centre de recherche sur les cancers, nous sommes aujourd'hui un petit peu plus de 430 personnes. Nous sommes à peu près plus de 60% des femmes, mais dans les top niveaux des chercheurs, on a toujours une petite majorité d'hommes. Même si dans les premiers jours, même avant que je mettais mes pieds ici comme directrice, j'ai promis, ça va changer, et quand je sors d'ici, on va avoir au moins une parité. Si on regarde dans les générations plus jeunes, au niveau, pas au niveau professeur, mais professeur associé ou assistante, si on
contre les trois niveaux ensemble, on a déjà une parité. Mais il faut qu'on avance plus. Une façon qu'on utilise aujourd'hui pour encourager, pour soutenir les femmes, est bien sûr la flexibilité. La flexibilité de l'horaire, de commencer à travailler, de finir de travailler. La possibilité aussi de travailler de chez soi, surtout les mercredis, parce qu'il y a toujours beaucoup de femmes qui ont des difficultés de trouver des solutions pour prendre un soin de leur famille et aussi du boulot. Mais c'est ma collègue qui doit corriger et compléter tout ce que je dis. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Bon, elles ont tout couvert, plus ou moins. Mais je pense que je vais prendre un peu plus au niveau personnel et au niveau de moi en tant qu'une personne qui, ça fait 10 ans, qui est dans le domaine des sciences, qui a commencé son parcours en tant que nutritionniste au Liban et qui est venue ici en France. Et je peux vous dire que c'est un peu différent. On peut dire qu'au Liban, c'est encore plus majoritairement, comme partout dans le monde, il y a les hommes qui sont plus dominants au poste décisionnel, et j'ai le plaisir d'être ici et d'avoir une directrice qui et ça fait et ce que je peux dire, c'est aussi quand on fait de la recherche, il y a aussi des biais factoriels. Donc, il n'y a pas certaines choses qu'on peut contrôler nous-mêmes. Le fait de devoir aussi la pression de publier, par exemple, ou la pression qui vient sur le fait que il faut faire une mobilité à l'international, et cette mobilité à l'international peut ne pas être quelque chose que tout le monde peut entreprendre. Donc, il y a ces barrières qui viennent pas directement de nous, mais qui viennent d'autres facteurs. Mais je vois de plus en plus de changements, même au niveau dans mon travail, dans ce que je fais, plus de femmes qui sont en train de prendre des initiatives, de pousser, de voir des mamans qui sont en train, en même temps, de pouvoir aliéner tout ce qui se fait. Même nous qui travaillons à l'étranger, qui se sentent aussi plus menés à être promu d'une certaine manière, de se dire qu'on peut et qu'on peut arriver, et d'ouvrir la porte à d'autres personnes qui viennent après nous. Moi, je pense notamment à d'autres filles libanaises ou bien d'autres étrangères qui regardent et qui se disent « Ah, elle fait ça, c'est trop cool, j'aimerais bien faire ça aussi ». Donc moi, c'était plus un petit peu personnel, ce que je viens de partager. Merci. Eh bien, justement, je parlais de Marie Curie en ouverture, parce que les scientifiques, vous me parlez tout le temps de Marie Curie, comme s'il fallait plus en parler de Marie Curie. Alors, on parle souvent de biais dans l'éducation, on se pose des questions. Moi, j'ai envie de savoir, enfin, de vous interroger, est-ce que vous pensez que l'absence de figures de femmes visibles dans les domaines des sciences, de femmes reconnues, c'est-à-dire, est-ce que c'est ça qui a empêché de nouvelles Marie Curie, ou est-ce que quelque part, les femmes aussi, elles se mettent pas un niveau d'exigence de dingue, et qu'en fait, elles se mettent elles-mêmes des barrières inatteignables, et donc elles sont écrasées par les propres barrières qu'elles s'infligent? Je commence et je vous laisse continuer. Marie Curie, quand même, on a le droit d'en parler, même s'il n'y a pas qu'elle. Je pense qu'on peut résumer les choses. Personnellement, quand j'étais au lycée, ma prof de physique me disait qu'elle trouvait ça très dommage que je fasse de la médecine plutôt que de la physique-chimie, parce qu'elle voulait que je sois la nouvelle Marie Curie. J'avais pris ça avec beaucoup de valorisation, mais je lui ai dit « mais moi, je veux soigner les enfants ». Bon. J'en suis contente, j'en suis ravie. Je pense que les jeunes filles, ça commence vraiment très tôt. Et pour le coup, on en a discuté tout à l'heure, il y a des études qui ont été menées et qui montrent qu'encore aujourd'hui, on garde quand même un biais, même chez les petites filles. Les petites filles, on leur dit, il faut faire des maths, elles vont dire, c'est dur. Et les petits garçons, c'est pour eux. C'est eux qui vont faire des maths. En pratique, comme je le dis moi-même à mes filles, j'ai 2 filles, quand elles me disent « mais maman, les maths, c'est dur », elles savent qu'elles ne doivent plus le dire parce qu'elles se font engueuler en disant « mais les maths, en fait, il n'y a rien de magique. Il y a de la compréhension, tu n'as pas compris, on revoit. » Mais c'est la même chose pour l'histoire, pour la géographie, etc. Et je pense que de base, dans ce principe éducatif sur les sciences,
on garde un peu cet état d'esprit que les sciences, alors je ne parle même plus de la médecine, mais des sciences, de la physique, de la chimie, etc., sont faites pour les garçons, parce que pour les filles, c'est dur. Parce qu'elles sont axées sur d'autres choses. Et le fait des romances, la nuit, etc., ça ne m'étonne pas. Parce que c'est un peu ça qui reste quand même dans cet imaginaire, même avec des parents très ouverts, très... ma fille, je t'élève comme un garçon, tu as des poupées, tu as des voitures, et c'est cette éducation-là qu'on doit leur donner. Mais surtout cette éducation où on leur expliquait que ces idées préconçues de la science, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Peut-être qu'on t'a mal expliqué, peut-être que tu as mal compris, mais tu es une fille, mais le petit garçon à côté de toi, il peut faire exactement la même chose que toi, et vice-versa. Et je pense que c'est cette valorisation qu'on doit redonner aux enfants, dès leur plus jeune âge, les accompagner, les emmener en disant, en fait, vous pouvez faire la même chose. Et c'est fini l'époque où les petites filles devaient faire de la danse et les garçons du foot. Pourquoi un garçon ne pourrait pas faire de la danse? Pourquoi un garçon garderait une pression, lui aussi, en mode, toi, tu dois rester travailler, et elle s'arrête parce que... Non, ça, c'est terminé. On doit avancer, et c'est aussi ça le biais de l'égalité. On parle beaucoup des femmes, remettons aussi l'égalité pour les hommes, éduquons-les comme on éduque aussi les petites filles, et avançons sur le fait que en fait, filles ou garçons, à ce jour, contrairement à ce qu'en disent certains, et je ne parle pas que de l'Afghanistan et de l'Iran, mais en transatlantique, on revient sur une idée que peut-être les femmes, elles seraient mieux à la maison. Revenons là-dessus et enseignons à nos enfants, valorisons-les, accompagnons-les, et en leur expliquant qu'ils sont capables de tout. Et les figures, ce n'est pas Marie Curie, c'est la prof de physique, c'est la prof de chimie, c'est la maman, c'est ces personnes-là qui sont des vraies images. C'est le médecin, c'est l'infirmière. C'est les personnes de la vie de tous les jours qui sont accessibles, qui ne sont pas des figures mythologiques quasiment. Voilà, moi c'est les messages que personnellement je porte et je transporte. Merci. Et à Lyon, on est bien placé pour savoir que les filles jouent très bien au foot. Mais Elisabeth. Non, c'est seulement pour compléter, je crois qu'encore une fois, vous avez très bien exprimé ça. Les attentes sociales sont très importantes. Alors, c'est bien sûr, la décision professionnelle, ça dépend de l'ambiance sociale, de l'accès à l'éducation, mais aussi qu'est-ce que l'entourage attend de vous. Et plus des modèles positifs, plus on est encouragé ou on pense qu'on a les droits, entre guillemets, d'accéder à des positions sociales différentes. Ça, il y a beaucoup d'études en sciences sociales qui prouvent ça. Alors, si on n'attend rien d'une fille ou d'une personne, cette personne ne produit rien. La probabilité qu'elle ne produit rien, c'est très... Si au contraire, chaque fois on pousse plus chaque jour, et on dit, comme vous avez dit, tu peux, vas-y, et on montre des modèles, et la probabilité de réussite est plus grande. Ça, c'est scientifiquement démontré. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a l'autocensure. Je crois que l'autocensure au niveau féminin, parce que chacun de nous, comme notre autre collègue nous a dit, on a un bagage biaisé de la féminilité. Qu'est-ce que les femmes peuvent accomplir? C'est inconscient. C'est dans notre cerveau parce qu'on a été éduqués comme ça, la plupart de nous, de toute façon. C'est d'essayer de nous questionner nous-mêmes à chaque moment. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas moi? Et qu'est-ce que j'ai à perdre? Etc. J'ai un exemple ça, de ma vie particulière. J'étais professeur associé et j'hésitais de mettre mon dossier pour devenir professeur titulaire. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Et j'avais un collègue, un ami masculin que j'adore, qui avait un curriculum vitae qui était un dixième de la qualité du mien, objectivement comparant. Il a mis son dossier, il a eu sa profession, et moi j'étais complètement, mais comment tu as pu faire ça? Et ça m'a montré que c'était vraiment que moi je ne donnais pas la valeur objectivement, hein, parce que là c'est combien de papiers tu as, combien d'étudiants de PhD qui ont défendu leur thèse, etc. C'est très objectif, mais moi, je ne pouvais pas voir que mon dossier était supérieur que les attentes. C'était seulement quand quelqu'un dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Et c'est très important. C'est vraiment dans le cerveau et c'est très difficile de se rendre compte. Ouais, c'est prise de conscience. Ouais.
passer après vous n'est jamais si simple parce que vous couvrez. Non, mais c'est pas grave. Non, mais Michel, il faut pas des rôles modèles quand même un peu. Si, bien sûr, mais moi, je voudrais dire aussi que moi, en parlant de la recherche, spécifiquement de la recherche, moi, je pensais pas devenir chercheur. Moi, je voulais être médecin. Donc parce que médecine, avocat, ingénieur, c'est ça les bons boulots à faire. C'est ça que la société attend de toi. De si tu veux faire quelque chose qui a un sens, c'est plus vers ça qu'on va se pencher, quoi. Et au fur et à mesure, petit à petit, quand je suis venue en France aussi, j'ai fait mon master en santé publique. Et j'ai toujours cette anecdote sur le cirque, c'est que le premier jour, je me baladais vers Grange Blanche, c'était là où il y avait la grande tour, et j'ai vu... Donc c'est les anciens locaux du cirque. C'est les anciens locaux du cirque, avant d'être ici, et je vois, il y a l'OMS ici, il y a le Centre international de recherche sur le cancer. Ah tiens, ce serait bien que je fasse partie de cette institution. Pour moi, la recherche, c'était juste professeur à l'université, et pas dans un centre de recherche, ni rien du tout. Peu de temps après, 6 mois, je ne savais pas que 6 mois après, j'allais rentrer dans ces portes-là, et 10 ans plus tard, je suis toujours là. Mais juste pour dire que je ne pensais pas que c'était une carrière que je pourrais faire, et qu'il y avait beaucoup, sachant qu'il y a beaucoup encore d'aléas pour pouvoir rester dans le domaine. Et je me dis aussi qu'au fait, c'est un bon choix de carrière qui me correspond. Donc, pour moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce n'était pas visible de pouvoir faire ce choix-là. Donc, il y a cette visibilité aussi que je trouve qui manque au domaine de mon point de vue personnel. Un peu. Et là, de plus en plus, on a cette occasion de parler, de vous parler aujourd'hui, d'en discuter. Et je pense qu'on va avancer petit à petit. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois.